merci beaucoup aux organisateurs, en particulier au docteur Florina Cara. Lorsque tu m'as demandé de parler, je crois, un quart d'heure, 20 minutes, je sais ce que tu m'as dit à peu près, oui, 15 minutes. L'homéopathie en France, vous avez 15 minutes. Fastoche. Oui, ça fait beaucoup. Alors, on aurait pu faire une slide, comme on dit en français. C'est la cata. Mais, comme j'ai quand même, comme vous tous, un tempérament à être un petit peu positif, j'ai fait plusieurs slides, mais pas beaucoup. Alors, j'ai pris ça comme quand on travaille une copie, hein, dire l'homéopathie en France. Donc, c'est d'abord une longue histoire, hein, et des noms. Alors, évidemment, Hahnemann, je ne vais pas insister, on en a parlé, bien évidemment, toute la matinée et tout ce début d'après-midi. Avec cette rencontre, la France, c'est aussi la rencontre avec Mélanie, avec la belle Mélanie. Et puis, c'est aussi cette terre de France qui est une espèce de terre d'éternité pour notre maître Samuel Hahnemann, et on l'a célébré ce matin au cimetière du Père-Lachaise. Mais quand on parle, alors il y aurait 1000 noms à donner, et puis vous les connaissez tous aussi bien que moi, mais il m'avait semblé intéressant de reparler de Benoît Mur, peut-être un peu oublié parfois, qui était un Lyonnais, hein, et puis qui a quand même beaucoup essaimé l'homéopathie à travers le monde, et il fait partie, sûrement pas le seul, mais des grandes figures homéopathiques qui ont essaimé à partir de Paris, à partir de Samuel Hahnemann, hein, le défaut des Français, de tout ramener à eux. Évidemment, nous pourrions parler aussi d'Antoine Nebel et de l'introduction par Antoine Nebel de la 4e diathèse, 4e mode réactionnel chronique, hein, avec le tuberculinisme. Bien évidemment, Léon Vanier, que certains d'entre vous, peut-être, ont fréquenté, ont connu, avec en particulier la fondation de la revue L'Homéopathie française, le Centre homéopathique de France, le dispensaire Hahnemann, tout ça, c'est Léon Vanier. Bien évidemment, de façon un peu affective, j'ai mis dans les noms français Othon-André Julien, que j'ai entreaperçu très rapidement, qui a disparu trop tôt, et Max Tétaux, que j'ai bien connu, directeur médical des laboratoires de l'ISOS à l'époque, et puis ensuite dans la fusion des deux laboratoires, nous avons continué à collaborer. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de la France et de l'homéopathie sans évoquer Jean et Henri Boiron, hein, les frères jumeaux qui ont lancé le laboratoire pharmaceutique homéopathique Boiron. Et en 1965, grande étape, l'inscription du médicament homéopathique à la pharmacopée française. Ensuite, on le sait, ça a évolué. Maintenant, il y a l'enregistrement européen, qui est quand même aussi une racine solide, mais certainement fragile. Hein. Toutes les tempêtes peuvent emporter les plus grands arbres, mais ça reste quand même pour nous quelque chose de majeur, cette inscription à la pharmacopée. Et puis, l'homéopathie, donc, elle a traversé le XXe siècle, le siècle dernier, déjà, on dit ça fait drôle de dire cela, mais c'est quand même le siècle dernier, avec 2 conflits mondiaux, plus, donc les 2 grandes guerres, et une révolution pharmacologique. À partir de 1920, c'est la fin de l'indigence, parce que quand on se remet, quand on lit Hahnemann, et quand on se remet dans l'état d'esprit du siècle d'Hahnemann, c'était quand même, je ne veux pas dire facile, mais c'est parce que c'était quand même périlleux, il a payé à plusieurs reprises, mais c'était quand même légitime d'attaquer le système, l'irrationalité, le côté croyance des différentes approches thérapeutiques. Mais à partir de 1920, ça change. Les années 30, surtout les années 50, d'un seul coup, on se met à avoir de l'autre côté, hein, avant, j'ai envie de dire, plutôt c'était, pas dire facile, mais c'était aisé en tout cas, on se met à avoir une pharmacologie qui marche. La cortisone, ça marche. L'aspirine, la streptomycine, premier antituberculeux, pénicilline, l'isoniazide. Et puis,
Les années 60 et 70, beaucoup aidés par la mercantilisation des mœurs pharmacologiques et médicaux, eh bien, les médicaments montrent leurs limites. D'abord, ils ne soignent pas tout, et surtout, on le sait, nous tous, ils ne soignent pas la maladie chronique. Ils compensent la maladie chronique. Hein. C'est très important de soigner le diabète, c'est très important de soigner l'hypertension artérielle. Ce n'est pas une guérison, c'est pas traiter, c'est prévenir un terrain, mais ce n'est pas traiter un terrain. Et puis surtout, les médicaments, ils montrent leurs inconvénients, les fameux side effects. Depuis les années 80 jusqu'en 2018, date fatidique, un public grandissant, un engouement avec un désir de naturalité de la population. Et puis de 2018 à 2025, vous le savez, une tribune infâme. J'ai participé le jour au Conseil régional d'Île-de-France de l'Ordre des médecins au réquisitoire que nous avions fait contre nos détracteurs qui nous avaient traînés dans la boue et traités de charlatans. Ce jour-là, l'avocat du syndicat n'avait pas compris qu'il devait venir, il y a eu un malentendu, et mes deux amis, qui étaient Pascal Laville et Alain Sarambeau, m'ont dit bah, « écoute, tu y vas ». Et donc j'ai fait le réquisitoire, ce qui m'a valu quelques ennuis ensuite, à la fois sur Twitter et même hors d'îlot. Le déremboursement, la catastrophe du déremboursement, mais ce n'est pas le déremboursement. La phytothérapie n'est pas remboursée, l'oligothérapie n'est pas remboursée, la phytothérapie n'est pas remboursée, la sophrologie, la relaxation ne sont pas remboursées. C'est le dénigrement qui s'est associé à ce déremboursement. Et du coup est née une volonté de travailler tous ensemble. C'est là-dessus que je voudrais insister, avec la création en 2020 d'Homéo-France. Alors, auparavant, il y avait déjà une structure qui n'était pas Homéo-France, mais qui permettait de travailler tous ensemble, et c'était la première fois qu'on travaillait tous ensemble. On a créé l'Union des acteurs de l'homéopathie française. C'est le premier en France réseau pluridisciplinaire qui associe les patients, et je vais y revenir tout à l'heure sur les patients, les professionnels de santé, les enseignants, les chercheurs et les industriels du médicament. Donc, je dois dire que ça a été pour moi quelque chose de tout à fait important, la création, parce que j'ai participé comme plein de gens qui sont ici à la création d'Homéo-France. Ça a été une révolution culturelle à beaucoup d'égards. J'ai l'habitude de dire on a arrêté les chapelles, on a essayé de construire une cathédrale. J'espère que les prières monteront un peu plus haut. Hein. Normalement, c'est comme le Wi-Fi. Hein, plus on augmente le débit, mieux ça marche. Et moi, je me demande, en France, mais dans le monde d'une façon générale, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Est-ce qu'il faut des preuves? Encore des preuves? On en a donné beaucoup, des preuves. Elles sont balayées. On cherche les méthodologies les plus fines, les moins critiquables. Des études récentes, quand même, quand on regarde les études qui étaient déjà extrêmement valables, mais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je me souviens, les premières choses que j'avais vues, c'était les études d'élimination de l'arsenic chez le lapin, je ne sais plus quelle bestiole, je crois que c'est le lapin, avec Arsenicum album, etc. Et déjà, ça m'avait convaincu. À l'époque, bon, ce type d'études aujourd'hui, c'est évidemment, ça part à la poubelle tout de suite, mais on a fait beaucoup de progrès. Nos détracteurs nous ont fait grandir. Et malgré tout cela, à chaque fois, c'est balayé, c'est balayé. On a vu encore quelques petites vaguelettes ces derniers temps et même ces derniers jours. Ma conviction actuelle, en tant aussi que élu comme président d'Homéo-France grâce à la gentillesse et la confiance de mes petits camarades, dont beaucoup sont ici, mais aussi par d'autres postes d'observation, moi j'ai le sentiment que les attaques sur le médicament ont fait leur œuvre. C'est plus là-dessus maintenant que le danger guette. Parce que c'est pas compliqué, la HAS a dit qu'il n'y avait rien, bon, enfin, que c'était pas convaincant, etc. Et nous on amène des preuves, et on ramène des preuves, et on ramène des preuves, et il faut continuer à le faire. Mais peut-être à revenir effectivement à une épistémologie un petit peu du réel et de la réalité.
parce qu'il se produit un choc en quelque sorte. Actuellement, on assiste à deux titans, hein, comme dans les vieux films des années 60-70 là, sur la mythologie grecque, hein, qui sortent de la mer. Il y a Big Pharma et son réductionnisme scientiste. Bon, toujours, si on appliquait leurs normes, on ne pourrait même pas montrer que l'aspirine soigne la gueule de bois. Ça ne serait pas possible, hein, ça serait très très compliqué. Il faudrait faire des groupes qui picolent, des groupes qui ne picolent pas, etc. Et ce serait tout à fait délicat. Et en même temps, un désir de naturalité, et je dis bien de naturalité, pas de naturel, parce que le terme de naturel m'a toujours semblé un petit peu dangereux, dans un monde qui, visiblement, a tourné le dos au réel. Parce que le danger, je le disais, actuellement, c'est pas sur le médicament, ça, c'est fait. C'est sur l'exercice et la pratique de l'homéopathie, en particulier par les médecins, mais par les professionnels de santé d'une façon générale. Le diable, souvent, ne rentre pas par la grande porte, mais se faufile dans les murailles, par les petites fenêtres. Et on voit des bruits de bottes régulièrement à propos du temps médical. Vous savez, on manque de médecins, vous n'étiez pas au courant, je vous l'apprends, c'est un scoop cet après-midi. On manque de médecins en France. Et alors, évidemment, les mêmes responsables depuis 40 ans de cette désertification programmée, qui n'est pas accidentelle, qui n'est pas par inadvertance ou oubli, mais qui est programmée. Eh bien, cette désertification, elle entraîne, de la part de nos élus, tout un tas de délires. Il faut qu'on aille s'installer dans les zones qui sont suffisamment dotées. Lesquelles, à part le 06 ? On se demande. Et surtout, cette notion de temps médical. On ne nous dit pas, vous devez arrêter de faire de l'acupuncture, de l'homéopathie et toutes ces bricoles. Non, on nous dit, vous devez développer du temps médical. Et ça, c'est très fallacieux, parce que l'homéopathie, dans leur tête, ce n'est pas du temps médical. Et il y a un grand danger, on essaye de parer les choses, de réfléchir, mais il y a un grand danger politique pour la pratique. Le fait qu'un médecin français, peut-être se retrouve comme un médecin québécois, par exemple, en grand danger pour simplement pratiquer l'homéopathie. Donc une homéopathie qui reste médicale, là le débat, j'entendais que LMHI Monde, donc enfin, LMHI, avait décidé d'ouvrir aux praticiens non médecins. C'est un débat que nous avons, on a à Homéo France, que j'ai dans ma propre fédération. C'est un débat intéressant où il y a des arguments des deux côtés. Donc moi je voudrais terminer avec, j'ai envie de dire, un désir de joyeuse rigueur. Il faut continuer à former, bien évidemment, des professionnels de santé, surtout des professionnels de santé, des médecins, des sages-femmes. Les sages-femmes, c'est énorme, c'est essentiel ce qu'elles font. Des pharmaciens, des préparateurs. Les préparateurs, même, je suis désolé pour les pharmaciens qui sont dans la salle, mais les préparateurs sont meilleurs que vous, très souvent, hein, dans nos cours. Hein. Ils sont plus appliqués, plus minutieux, plus studieux. Il faut continuer à former les dentistes, les vétérinaires, etc. Il faut développer la notion de One Health et l'agro-homéopathie. Il faut développer tout cela. Et en même temps, en restant loin des recettes simplificatrices, il faut rester loin des représentations mentales qui sont loin de la similitude, parce que l'ennemi est très à l'extérieur, mais il est très aussi souvent, et disons parfois, à l'intérieur. Rappelons ce qu'est l'homéopathie. L'homéopathie, c'est la loi de similitude. C'est le fait d'avoir une vision globale de l'individu, de s'occuper de la notion de terrain. Et il y a parfois des pratiques et des représentations mentales qui se décollent un tout petit peu du réel et qui seraient difficiles à argumenter, par exemple, devant un comité scientifique. Et pour l'avenir, puisque je suis président d'Homéo France, mais je suis aussi président d'une fédération d'enseignement, et j'ai envie de dire, mon cœur de métier, c'est quand même de transmettre. Il me semble qu'il faut être vigilant sur 3 aspects. Il y a un triangle à respecter, sinon l'homéopathie, effectivement, aura un avenir relativement sombre pour un bon moment.
Et ce triangle, il est simple, c'est d'abord les patients. Mais les patients, moi depuis 40 ans d'exercice, j'entends toujours, ce qui nous sauvera toujours, ce qui nous sauve, c'est que nos patients nous restent attachés. Et comme j'entends ça depuis 40 ans, je me suis dit, j'ai donc pris 40 ans dans la figure. Mais ces patients dont on parlait il y a 40 ans, eux aussi ont pris les mêmes 40 années dans la figure. Ces patients qui venaient, je me souviens quand j'étais fier, je donnais mes premières conférences, je parlais, il y avait des gens qui étaient premier rang, qui avaient un bloc et qui notaient, qui écrivaient, etc. Cette génération-là, on ne la voit plus dans les conférences. On a une patientèle maintenant qui reste attachée à l'homéopathie, mais de façon beaucoup plus, j'ai envie de dire, consumériste, opportuniste. Oh, ça marche chez l'enfant. Oh, ben, ça marche pour l'ostéoporose. Ah, ben, pour mes bouffées de chaleur, ça m'a aidé. Mais ça n'en fait pas des homéopathisants, ça n'en fait pas des militants. Et je pense qu'il faut réfléchir à la relève. Et je sais que les associations de patients commencent à le faire, elles ont raison. Je sais... Il faut continuer à le faire, bien sûr, et il faut développer ça. Il faut qu'il y ait de grandes structures qui se créent, qui se fédèrent, pour donner de la formation. Alors, autant la discussion pour les non-professionnels de santé, ça peut faire débat. Moi, je ne suis pas fermé là-dessus, mais ça peut faire débat. Par contre, pour les patients, l'information à l'homéopathie familiale, c'est essentiel. Il ne faut pas que nos patientèles soient juste des consommateurs d'homéopathie, il faut que ce soit des familles entières homéopathisantes. Et ça, il y a un vrai boulot pédagogique qu'on a négligé, me semble-t-il, depuis 40 ans, en tout cas pas suffisamment développé. Le deuxième pôle, bien évidemment, c'est le médecin. Et là, on s'attache, le médecin et les professionnels, quand je dis médecin, et les professionnels de santé. Et il est très important qu'on puisse continuer tous nos efforts pour pouvoir les former. Alors, on a mis tellement d'eau dans notre vin depuis la formation de 3 ans, très académique, etc. Maintenant, on ne sait plus quoi faire pour les attirer, sans tomber dans la recette facile, mais on fait des webinaires, on fait tout ce qu'on peut pour essayer. Puis le Covid ne nous a pas aidés. Enfin, il ne nous a pas aidés, il nous a aidés, parce qu'on a développé le numérique, on a développé Zoom. C'est vrai que ça nous a un petit peu boosté. Mais on continue nos efforts, mais il faut savoir que ce n'est pas facile. Par contre, on est content de former des professionnels qui, quand même, ne viennent pas là juste pour avoir quelques recettes, mais semblent mordre à l'hameçon, comme on dit, le même hameçon que nous avons tous avalé un jour, et que moi j'ai avalé il y a une 40aine d'années. Et le troisième pôle, bien évidemment, c'est le pharmacien. Il faut qu'il y ait des patients qui aient soif d'homéopathie, il faut qu'il y ait des professionnels de santé pour les prescrire, et il faut que le médicament il sorte du laboratoire et qu'il arrive dans la poche du patient par un biais ou par un autre. Et là, aujourd'hui, il y a un gros problème. J'insiste toujours là-dessus. Moi, je trouve que l'accès aux médicaments homéopathiques est beaucoup plus délicat. Je me souviens de toute la période de mon début de carrière où je disais aux patients, mais écoutez, n'exagérez pas, il ne l'a pas aujourd'hui, il l'aura demain, le pharmacien. Aujourd'hui, c'est dans une semaine ou parfois 10 jours. Se développent les pharmacies en ligne. J'ai fait une petite expérience récente. J'ai tapé, alors je ne saurais plus dire laquelle, même si je ne donnerai pas de nom non plus, mais j'ai été livré en 48 heures avec des tubes à 2,30 €. Bon, il y avait les frais de port, hein. J'avais commandé 4 tubes, mais il y a des pistes intéressantes. Si les patients ne peuvent plus avoir facilement leurs médicaments, c'est fini l'homéopathie en aigu. Et je crois bien que ça sera difficile l'homéopathie tout court. Voilà les 3 domaines où il faut vraiment réfléchir, avancer. Et si sur ce, je crois que c'est notre présidente qui parlait de 3 pieds, ou d'un tabouret à 3 pieds, c'est sûr, avec 2 pieds on se casse la figure, avec 1 on se fait mal, mais avec 3 c'est du solide. Merci. Merci Daniel. Alors, la pause était prévue pour 17 h.